Et quand on dit l'administration parisienne, c'est quoi hein le Conseil, ça a été très furtif. Ce que je me rappelle, moi, c'est que je suis allé trouver le préfet en fin 75. C'était le préfet Tolel. Et je lui ai dit, mais monsieur le préfet, vous savez que il y a un paquet de Chinois qui sont arrivés dans le 13e. Qu'est-ce que vous comptez faire pour qu'on n'ait pas un quartier chinois posant autant de problèmes que le quartier maghrébin de la Goutte d'Or en pose dans le 18e? Il dit quoi, un quartier chinois? Ben oui, il y a 300 familles au moins maintenant. Mais vous êtes sérieux? Ben, j'ai dit bien sûr, monsieur le préfet. Vos gens du 13e vous ont rien dit? Votre maire désigné, là, vous a pas prévenu? Et votre collègue, le préfet de police? Il doit le savoir quand même, enfin. Il me dit, qui sont ces gens? Ben, j'ai dit, ils sont tous là avec une carte de réfugié. Ils ont des papiers en règle. Enfin, une carte de réfugié, c'est pas, ça se donne pas comme ça, comme des petits pains, quoi. Et on sait quand même où vont les gens. Ah bon? Je savais pas. Ben alors, je dis, qu'est-ce que... Mais alors... Ben, il m'a dit, oui, mais qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? S'ils ont une carte de réfugié, ce qui est vrai, ils ont tous les droits. Sauf, ils ne sont pas citoyens, ils ne votent pas. Mais la carte de réfugié en France vous donne droit, vous vous logez où vous voulez, vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez ouvrir un commerce, vous pouvez créer une société, vous pouvez... on peut tout faire, sauf voter. Alors, que voulez-vous qu'on fasse? Il me dit, on est désarmés. Ben, je lui dis, vous savez au moins, pourriez au moins vous en préoccuper. Vous n'avez pas l'air de connaître, alors je vous informe. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oh, je ne sais pas. Mais me dit-il, ben, j'ai dit quoi? Ils ont mis leurs enfants à l'école. Vous ne savez pas qu'il y a des écoles là qui sont pleines, à 50% au moins, de petits Chinois? Ah bon? Ah oui. J'y ai pas dit, si c'était dans les beaux quartiers, il y a longtemps que vous le sauriez. Bon, parce qu'ils seraient venus pleurer, les conseillers, hein, en disant ça va faire baisser le niveau, comme ils ont dit ailleurs. Mais c'était tout, hein, tout ce qu'il a été fichu de dire. Alors l'administration, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Localement, le bureau d'aide sociale s'attendait à avoir des demandes. Ils ont été tous surpris que les Chinois n'allaient rien demander. Si, il y a juste eu 2 ou 3 femmes qui étaient seules avec des gamins, qui ont demandé une aide au bureau d'aide sociale. La seule aide qu'elles ont demandé, donnez-nous de quoi acheter une machine à coudre. Ça était tout. Avec la machine à coudre, après, on se débrouille. Hein? Et il y en a quelques-uns qui sont allés demander, parce qu'ils n'étaient pas au courant pour les cantines, d'avoir la cantine gratuite, ce qui leur était accordé tout de suite, bon. Mais c'est tout. Le reste, ben, ma foi, les instices sont débrouillés sans rien demander à personne entre eux pour équilibrer les populations entre les différentes écoles du quartier, de façon à ce qu'il n'y ait pas quand même... On a eu par exemple, dans une école maternelle, ils n'y avaient pas fait gaffe, en première année de maternelle, se sont amenés les petits Chinois étaient 75%. Comme il y avait quelques autres étrangers, il y avait à peine 10% de petits Français. Si bien que la maîtresse n'arrivait pas à se faire comprendre, la femme de service, qui était française, ben, elle ne parlait pas ni le chinois ni le vietnamien, et ils ne savaient pas comment se faire obéir des gamins. Et que les petits Français qui étaient là commençaient à se mettre à parler le chinois avec les autres. Les autres parlaient qu'en chinois. Alors, en faisant la tournée des écoles, moi, la directrice me raconte ça, il me dit comment faire?
il faudrait qu'on ait un interprète. Je vais demander ça au rectorat. J'ai dit, ma pauvre dame, vous demandez au rectorat un interprète de chinois pour une école maternelle? Vous ne l'aurez jamais. D'abord, il faut que ça arrive au rectorat. Hein. Alors, il y a de grandes chances que ça soit bloqué au niveau de l'inspectrice du coin ou de l'académie. Hein. Et puis même si ça y arrive, un traducteur de chinois pour une école maternelle, ben non, il considère qu'un traducteur de chinois, ça peut être qu'à l'école des langues orientales, par ailleurs. Ben non, mais c'est pas... Et j'ai dit, moi, je vois une seule solution. Il faut trouver dans le coin, puisqu'il y en a, doit bien y avoir, il n'y a pas une assistante sociale cambodgienne ou vietnamienne, quelque chose comme ça, qui sache se démerder en chinois, et puis en français, puis qui pourrait faire la liaison entre vous et les gamins. Ah, ben, il m'a dit, attendez. Je lui ai demandé donc à côté, là. Et puis on l'a fait payer, on la fera payer par la ville de Paris. Je demanderai j'irai demander au préfet, puis c'est tout. Je vois pas d'autre solution, hein. Sans ça, on s'en tirera jamais. Bon, c'est ce qu'on a fait. Elle a trouvé une Vietnamienne, et puis ça a été... mais elle m'a dit ça va, juste pour cette année, après. Avec mes collègues, on modifie les secteurs scolaires. Alors dans le coin, c'est facile, hein. Il suffit qu'une tour, on la change d'école. 300 logements dans la tour, ça fait quand même du monde. Hein? Vous passez ça à l'école d'à côté, il n'y a pas. C'est sans délibération, ça se fait comme ça. Là. Hop, ça y est, enlevé. Alors si c'est ça ce qu'on appelle l'administration, moi je veux bien. Hein, mais tout ça se fait de façon... s'il y a un élu un peu débrouillard, ce que je prétendais être, ça va. Si vous avez affaire à des cons, ou qui s'en occupent pas, ben mon Dieu, ça peut rester dans le... et dégénérer après en conneries. Et pour avoir... Alors on est arrivé... Alors si on a fait, nous, l'association, c'est pour arriver à intégrer ces gens, et on l'a fait en 82. Alors donc on leur a appris le français, ce qui fait que maintenant, vous avez... dans tous les restaurants chinois, des menus écrits en français. Hein? Les enseignes, etc., c'est quand même écrit. Il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, parce qu'au départ, c'était pas Jojo. Hein? Et les serveurs parlent le français, c'est pas du petit nègre. Et puis, comme on sait que les parents tiennent à ce que les enfants parlent la langue de leurs ancêtres, il faut donc qu'ils puissent apprendre le chinois. Alors, la solution la plus simple, c'est que ce soit l'école qui leur apprenne le chinois, en plus de leur apprendre le français. Sinon, ils vous réclameront la création d'une école chinoise. À partir du moment où vous avez l'école chinoise, vous avez le phénomène de Cholon, l'école chinoise avec des Chinois qui font la classe, qui racontent ce qu'ils veulent. Et puis ils vous font également à côté les cliniques chinoises. Et ça y est terminé. Il ne manque plus que le cimetière pour boucler la boucle. Et vous ne savez plus où ça en est. Et vous arrivez à la situation du gouverneur général de Saïgon avant-guerre, qui ne s'y retrouvant plus dans tous ces Chinois, qui portent presque tous le même nom, parce que vous n'avez pas 1000 noms propres différents dans toute la Chine, pour 1,2 milliard d'habitants, le gouverneur avait fini par réunir tous les chefs de congrégation chinoises à l'occasion du Nouvel An, puis il leur a dit, écoutez, pour avoir on ne s'y retrouve plus avec vos gens. Alors il y a toujours des réclamations, on réclame des impôts aux gens, il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, alors... je vois qu'une solution bien plus simple. Vous êtes tous réunis ici, les responsables de congrégations chinoises. Alors vous allez désigner l'un d'entre vous qui aura des relations avec moi. Puis je lui dirai tous les ans, il faut me faire rentrer tant d'impôts. Voilà. Et c'est comme ça que la France s'est mise à pratiquer. Il ne faut pas s'étonner si après,
les Chinois de Cholon faisaient bien ce qu'ils voulaient. Dans leur quartier. Hein? Voilà. Alors, comme ceux-là, ils en venaient de Cholon, ou c'était leurs parents qu'en venaient, il y a quand même intérêt à ce qu'ils sachent qu'en France, les choses sont différentes. Hein? C'est pas... On n'est plus en Indochine française, on est en France. Et il n'y a pas de priorité pour les petits Chinois. Alors là, pour qu'ils le sachent bien, on a eu la chance d'avoir un commissaire de police très bien, mais qui est mal vu, ils l'ont mis à la retraite anticipée, là, parce que c'est pas un pote de Pasqua. Il s'appelait le commissaire Wiby. Là, c'est... J'avoue, j'y suis pour rien, c'est les événements qui ont fait ça. J'étais devenu député, il y avait 3 mois. Mon premier souci devenant député, avant même d'être élu, c'était de trouver un local. Il y avait un bout de temps que je le cherchais. On a fini par le trouver. Dans un immeuble appartenant à la ville de Paris. Bon, donc pour avoir les conditions de la ville de Paris. Pour les permanences politiques. C'est pas compliqué, le loyer, c'est de 100 francs par an. Hein? Là, on paye plus cher. Hein? Ça, c'est Là, on est locataire de l'office HLM. C'est pas le tarif de la ville. Et on est allé... J'étais dans la permanence, on sonne, je vais ouvrir un grand bel homme, d'1,80 m, qui dit « Monsieur le député, je me présente, je suis le nouveau commissaire du 13e, commissaire Wiby. » Monsieur le commissaire, enchanté de vous connaître. C'était la première fois qu'un commissaire venait me saluer. Hein. Même avant conseiller, si le commissaire changeait, on apprenait qu'il y avait un nouveau commissaire. Il ne vous invitait même pas à venir pour sa prise de fonction. Hein. Bon. Je dis, comment se fait-il que... D'une part, je vous remercie de venir. Je vous remercie d'autant plus que vous êtes le premier à le faire. Mais comment se fait-il que vous soyez nommé ici? Eh bien, il me dit, tenez, voilà. Voilà la copie de la lettre que j'ai envoyée à M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, dès qu'il a pris ses fonctions. La lettre disait, voilà, je suis commissaire principal, mais depuis 2 ans, je suis sans affectation. Je touche ma paye chez moi à domicile. Alors, je viens vous demander maintenant, monsieur le ministre, un travail. Voilà ce qui m'est arrivé. Il était commissaire à Rungis, au Halles. Il s'est aperçu assez vite qu'il y avait beaucoup de carambouilles et une fraude pas possible. Mais qu'en même temps, effectivement, tous ces gars qui étaient là, tous ces grossistes, avaient tous des relations avec la police. Souvent, ils avaient marié leur fille à un commissaire, ou alors il y avait un commissaire dans la famille, ou au moins un inspecteur, etc. Il y avait des relations. C'était quand même un peu gros. Et il s'est donc dit, pouvant pas supporter ça, comme il y avait un jeune juge au tribunal d'à côté à La Haye-les-Roses qui était sympa, il lui a dit, bon, s'il y a des problèmes, hein, j'y vais, je fonce. Le juge lui a dit, oui, ben, je suivrai, j'irai. Alors il a levé des lièvres, oui, ben, à chaque fois. Il tombait à tous les coups, les types. Eh ben, dès que ça démarrait un peu, il s'apercevait que le gars était au sac. Ou alors c'était... Si c'était pas le sac, c'était tel autre service plus ou moins secret, ou des... 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors, aussitôt le juge était dessaisi, le dossier disparaissait. Alors lui, en ayant marre, a filé les informations au Canard enchaîné, c'est sorti dans le Canard. Et alors là, ça n'a pas été compliqué. Le ministre à l'époque, c'était Bonnet. L'a convoqué qui lui a dit, monsieur le commissaire, vous êtes un commissaire très zélé, faites un excellent travail, mais vous en faites trop. Alors écoutez, maintenant vous êtes fatigué, vous allez pouvoir vous reposer, vous toucherez votre paye, vous restez chez vous.
Alors il a donc écrit ça à Gaston en disant « Je demande du boulot ». Gaston a dit « Bon, après, et il demandait à être dans Paris, dans un quartier populaire. » Alors Gaston l'a mis dans le 13e, sans rien nous demander. Il l'a mis très bien, bon. Alors là, j'aime mieux vous dire, ça, il a fonctionné le gars. Hein. Je lui ai dit, il faudrait voir les Chinois. Il a dit d'accord. Il leur a dit, bon, ben, on va leur apprendre. Si on veut, ce qui est normal, si on veut qu'ils respectent la loi, hein, comme on dit, la France accueille tous les étrangers pourvu qu'ils respectent nos lois et nos coutumes. Ben, il faut au moins leur faire connaître les lois et les coutumes. Hein. Alors il a donc convoqué tous les commerçants chinois dans son bureau. Bien entendu, tout le monde y est allé. Et il leur a expliqué que s'ils avaient le code du commerce et puis un expert juridique pour les questions commerciales, c'était bien, mais que ça ne faisait pas tout. Parce qu'il y avait aussi des règles d'hygiène, de sécurité, et puis des circulaires préfectorales à respecter. Alors qu'il y avait donc, il fallait fermer un jour par semaine. Ils ne fermaient pas, les gars, hein, au départ. Ils ne fermaient jamais. Il fallait fermer un jour par semaine, un jour de repos. Qu'il fallait aussi fermer la nuit, pour au moins prendre le temps de dormir, et de laisser dormir les voisins. Hein, voilà, bon. Au moins 8 heures. Hein, qu'il fallait, de ce point de vue, puisqu'ils avaient des restaurants, ben, qu'il y avait une coupure l'après-midi, pour que le personnel puisse nettoyer et se reposer entre 3 heures et 6 heures. Hein, ah, qu'il fallait aussi les règles d'hygiène, c'était à respecter, c'était pour les water, pour la plonge, pour les cuisines, hein, pour les arrière-boutiques, et les aérations, et que pour tout ça, il y avait une commission d'hygiène et de sécurité qui existait dans chaque arrondissement, présidée par le commissaire, donc par lui, et qu'il la réunirait et qui passerait pour aller voir si les prescriptions étaient bien respectées. Et il est passé, il a fait le tour. Il s'inquiétait surtout qu'il n'y ait pas de jeu clandestin, de maisons de jeu. Parce que les Chinois aiment jouer, et s'ils se passionnent pour le jeu, ils peuvent y bouffer leur chemise. Et quand les gars ont bouffé leur chemise, comment voulez-vous vous refaire? Vous pouvez vous refaire qu'avec quelque chose qui gagne beaucoup d'argent, rapidement. Donc c'est le trafic de drogue. Hein? Il n'y a pas d'histoire. Donc si vous voulez pas qu'il y ait de drogue, il faut au moins pas qu'ils flambent leur pognon avant. Hein? Et la législation là-dessus n'est pas fixée. Il m'avait dit qu'il faudrait la fixer. J'ai bien essayé de le faire mettre. Voilà. Là, c'est un domaine, je ne sais pas qui y arrivera. Il faudra bien y arriver. Mais ça ne sera pas du facile. Hein. Parce qu'il y a une législation sur les jeux. Il y a les jeux autorisés, puis ceux qui ne le sont pas. Mais dans les jeux autorisés, on ne parle que des jeux français ou américains. On ne connaît pas l'Asie. Or, tous vos jeux faits par les Chinois, qui portent des noms chinois, ils ne sont pas autorisés, mais ils ne sont pas non plus interdits. On ne les connaît pas. Donc le gars, il pourrait à la limite monter une boîte de jeux, puis dire quoi, c'est ouvert, hein, s'il y a une taxe à payer, je paye la taxe, et puis c'est tout, mais c'est pas interdit. Et alors il y en avait un qui avait envisagé de monter ça, et qui avait commencé de le monter. C'était pas encore ouvert, mais il allait faire les travaux au premier étage de au-dessus de son restaurant, aux Olympiades. Alors, quand Rouibi est passé avec sa commission de sécurité, là, il a plombé le gars. Il lui a dit, interdiction. J'interdis qu'on ouvre. Pour ça, pour raison de sécurité. C'était un peu tiré par les cheveux. Et puis, il lui a collé un paquet de travaux à faire dans sa plonge, et puis ses chiottes, etc. Enfin, pour 3 ou 4 millions anciens minimum. Bon. Et en disant délai d'un mois. Hein. Et tout ça par écrit. Hein.
en bonne et due forme. Il en a piqué 2 ou 3 autres aussi, mais c'était surtout à celui-là qu'il en voulait. Ce type connaissait, était de Saïgon, au départ. Et il connaissait le préfet de l'époque, le préfet de région, qui s'appelait Vauchel. Entre nous, un préfet couillon, je n'ai jamais vu à ce point. Bon, Chirac l'a ridiculisé comme c'était pas permis. On en était malade pour lui. Bon. Vauchel, dans sa jeunesse, avait servi comme jeune fonctionnaire à Saïgon et avait connu les parents de ce type, qui tenait restaurant là-bas. Alors, quand il s'est retrouvé préfet à Paris, il a su que l'autre était là, il est venu, et il était invité, il y allait souvent, chaque fois qu'il avait des invités, il les amenait là, dans ce restaurant, ça lui coûtait pas cher d'ailleurs. Et dès que Rouibi a fait obligation à ce restaurateur de faire ses travaux, le bruit s'en est répandu dans tout le voisinage. Le restaurateur a dit à tous ses voisins, si ce figure, je vais les faire les travaux, tiens. Moi j'ai des relations, hein. Je vais les faire jouer. Puis on verra qu'est-ce qu'il gagne, hein. C'est pas ce commissaire qui va... Non mais, il s'est dépêché de téléphoner au préfet Vauchel, qui a dit, ne vous inquiétez pas, j'interviens, et qui est intervenu effectivement auprès du préfet de police, qui s'appelait M. Fougier à l'époque. Heureusement que Fougier, j'étais allé le voir, moi, avec Nguyen Mana, on lui avait expliqué un peu le quartier chinois, hein, puis on lui avait dit, voilà comment on procède. Bon, il avait dit d'accord. Alors quand Vauchel a téléphoné à Fougier en disant, dites donc, cher collègue, votre commissaire du 13e, il abuse. Qu'est-ce qu'il prend d'aller maltraiter un honorable commerçant que je connais très bien? Il lui demande des choses impossibles. Vous pourriez pas un peu... Fougier lui a dit, cher ami, je connais le commissaire du 13e, c'est un excellent fonctionnaire, il fait très bien son travail, je lui fais toute confiance. Moi, je ne vais pas m'occuper des questions qu'il règle fort bien. Tenez-vous pour dit. Terminé. Le malheureux restaurateur a été obligé n'a pas pu faire sa salle de jeu, a dû faire les travaux que le commissaire avait exigés, et comme il avait perdu la face devant tous ses voisins, il a vendu son fonds, il est parti. Je ne sais pas où il est parti, mais... Et il a disparu de la circulation. Un autre est venu à la place, a racheté le fonds. Bon. Mais il n'y a pas de maison de jeu, hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeux clandestins, hein. Ça, il y en a eu. Mais que voulez-vous faire? Comment voulez-vous arrêter ça? Un ami chinois m'a dit un jour, un Toubi, dans sa tour, eh bien, il y avait eu des jeux clandestins. C'était tout simplement d'honorables chinoises d'un certain âge qui aiment jouer, quoi. Ben, elles se retrouvaient à 7-8 dans un appartement, puis on joue. Une fois, 2 fois, puis une fois, ben, la porte s'est ouverte. Un gars s'est amené, pétard à la main, allez hop! On ramasse ce qui est sur la table, les colliers de ces dames, les bracelets, et on s'en va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ils vont pas se plaindre à la police. Le Toubi qui m'a dit ça, il m'a dit voilà. J'ai dit, écoutez, je suis Toubi, je peux quand même pas vous dire. Si la police veut le savoir, qu'est-ce qu'elle fait, bon sang de bois? Pourquoi ils ont personne là? Ils peuvent pas voir, le gars n'est pas venu. Il est passé devant le gardien. Ça tourne, bon. Alors ça c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors voilà quelques petites... Alors avec ça... Alors,
Pour ce qui est du ta vie de parlementaire, là, tu nous en as pas... Alors, ma vie de parlementaire, la vie de parlementaire, alors en 71, bon, 73, j'ai été candidat aux législatives, j'ai pas été élu, j'ai fait que 18%. J'étais un peu déçu du résultat. Le grand Voguet, qui était le leader communiste du coin, m'a dit gentiment, quoi, tu te figurais quand même pas que tu allais être élu la première fois que tu te présentais, comme député. Bah, il m'a dit la dernière fois qu'il y avait eu un candidat socialiste, c'était en 62. Il avait fait 6%. En 73, t'en fais 18. Écoute, c'est pas mal, hein, comme progression. Tu croyais quand même pas monter à 30. Bon. Alors, quand j'ai été élu avec Nicole Question, on avait fait plus de 30 au premier tour. Ça, on a fait 61 au deuxième. Bon. Et en 81. Alors là, ça a été différent. Là, c'était Gisèle Moreau. Elle avait été toute heureuse en 73 d'être élue. Comme je m'étais désisté pour elle, c'était les accords. Juste après son élection, elle m'a sauté au cou. Elle m'a embrassé. Attention, pas dans la salle des fêtes. Hein. Ah non, non, c'était dans le couloir. Il y avait juste Voguet comme témoin. Hein. Pas plus, hein. Attention, hein. Parce qu'en 81, il m'a fallu qu'elle sortire, puisqu'elle était derrière. Elle n'a jamais voulu signer un papier disant je me désiste et j'appelle à voter. Hein. Heureusement qu'il y avait un appel des fédérations, de sa fédération, qu'on a pu mettre sur le journal. Mais, et elle était tellement vexée que pendant 1 an et demi, elle ne me connaissait plus. Hein. Ah oui, les petits militants, comme des jeunes communistes qui avaient une vingtaine d'années, m'avaient accroché, puis une fille m'a dit ben quoi, tu y as pris son siège. Je lui ai dit son siège. Quand elle est assise dessus, je lui ai dit oh siège, tu vas pas avec une chaise à ton cul. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Son siège. Eh oui. Ça en était là, mon cher. Ça arrive à tout le monde, hein, ça. De croire que c'est acquis. Alors, ben, député, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu de peau. Étant suppléant de ministre, les ministres n'ont pas pu démissionner avant 1 mois après leur élection. Paraît qu'il n'y avait pas moyen. Alors, je me suis donc amené, les autres qui étaient dans mon cas, c'était pareil, hein. On s'est amené au bout d'1 mois. Mais l'Assemblée était déjà constituée, ça tournait, les commissions, les gens s'étaient répartis dans les commissions. Dans chaque commission, ils avaient non seulement élu le président, mais également tous les rapporteurs. Ils s'étaient partagés les différents rapports qu'il faut suivre et sur lesquels on intervient au moment du budget ou autre. On est arrivé, ben c'était fini. Il ne restait plus rien. On a dit, ben qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas un rapport? Non, il n'y en avait plus. Et beau chercher, même sur les immigrés, tu vois, il y en avait qui s'en occupaient. Je dis, merde, alors je m'étais mis à la commission des affaires sociales. C'est normal, puisque Nicole était ministre des Affaires sociales. C'est un travail de galérien. Hein, parce que la commission des affaires sociales traite de tous les textes de loi concernant le code du travail, la sécurité sociale, les allocs, les accidents du travail. Bon, tout ce qui est la santé et la médecine, tout ce qui est l'université et l'enseignement, hein, tout ce qui est également en matière de culture, puis c'est les affaires sociales, familiales et culturelles. Hein. Alors, de la presse, radio, télé, alors, ça en fait des textes de loi sur lesquels il faut faire
On peut faire des amendements, etc. et pinailler là-dessus. On y passe sa vie. Alors, c'est pas compliqué, sur 200 députés inscrits à cette commission, oh, il y en a 50 qui y sont. Hein. Il y en a qui y sont, j'en ai qui n'ont jamais vu. Georges Marchais en faisait partie. Il n'y est jamais allé, même pas pour élire le président de la commission. Chaban-Delmas, c'était pareil. Bon, il y a quelques grossiums là comme ça qui sont là. Bon. Et alors il y a une cinquantaine de couillons qui se tapent le boulot, hein, et sans témoin, puisqu'en commission il n'y en a pas. C'est tout juste s'il y a un PV très succinct, c'est tout. Et il n'y a même pas de voyage à la clé pour vous changer les idées. Oui, parce qu'il y a d'autres commissions où c'est pas la même. Hein. La défense nationale. La défense nationale, il faut que les gars ils connaissent ce qu'est la défense. Et quels sont les... Alors, il ne suffit pas simplement de voir une caserne, mais on les emmène bien sûr voir la base des sous-marins de l'île Longue à Brest, hein, et puis l'arsenal de Cherbourg, où on construit le dernier sous-marin nucléaire. Puis il y a aussi la visite du plateau d'Albion, pour voir nos fusées là-bas, telles qu'elles sont. Le ministère de la Défense, bien sûr, ça c'est à côté. Et puis il y a surtout, on va aussi faire un tour dans les garnisons en Allemagne, hein, et au quartier Napoléon à Berlin. Maintenant c'est fini ça. Bon, depuis qu'il n'y a plus de mur, terminé. Mais on va faire un tour aussi au site de Mururoa. Faut bien quand même aller voir là-bas si c'est en état. Hein? Et puis maintenant, ils vont y retourner, puisque Millon a déclaré ce matin qu'on allait reprendre les essais. Hein, alors donc, ah oui, il va bien falloir aller voir, hein, quand même, si c'est en bon état. Hein. Alors, si vous allez à Mururoa, il n'y a pas de problème, ça fait 15 jours. Hein. On fait le tour du monde, quoi. C'est normal. C'est de l'autre côté. Hein. Et pour le reste, ben, les textes de loi à la commission de la défense nationale, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein, il n'y a pas beaucoup de textes de loi. Hein. Alors, au bout de 3 ans en ayant marre, et puis Nicole étant plus ministre, j'ai dit ça va. On pouvait changer de commission, on nous disait là, arrivé au mois d'avril, s'il y en a qui veulent changer, vous pouvez le faire, faites votre demande au groupe. Parce que alors, le groupe, quand vous êtes dans un groupe de 280 clients, hein, c'est la grande salle, la plus grande, la salle Colbert, à l'Assemblée, qui est de droit réservée au groupe le plus nombreux. C'était donc le groupe socialiste, maintenant c'est le RPR qui l'utilise. Et quand vous êtes 280 dans la salle, vous connaissez pas tout le monde. Hein? Et avant d'arriver, si bien qu'il y a des gens que je n'ai jamais connus, et comme en plus il y en a certains qui viennent pas trop souvent, moi, je suis capable de... J'en connais la moitié, quoi, à peu près. Au bout de 5 ans, ouais, c'était ce que vous connaissiez. Hein? Et pour ce qui est de connaître les autres députés, si vous connaissez vos voisins, les communistes étaient moins nombreux. Hein, alors, à mesure où vous êtes à côté, bon, ça va. On les repère, ça va. On y arrive. Une trentaine, ça se connaît vite. Les autres, vous en connaissez un par-ci, par-là, parce que vous l'avez en commission à côté de vous, hein, ou enfin en face, mais dans la même salle. Et puis alors, si vous avez l'occasion alors de faire des voyages, soit au titre de la commission, soit au titre d'un groupe d'amitié parlementaire, là, on arrive à connaître des gens, parce que c'est des voyages à 5 ou 6. Alors 5 ou 6, ne serait-ce que pendant 8 jours à l'étranger, ça va. On se parle, hein, des Français ensemble à l'étranger, il n'y a pas de question. Même si vous voyagez avec un gars du Front National, ce qui m'est arrivé une fois.
en 86. Bon. Et il n'y est plus au Front National, il l'a quitté. J'y suis pas pour. Je crois pas que j'y sois pour. Hein? Sous ton influence? J'en sais rien. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah non, quand je l'ai vu, non, c'était la cohabitation. Là c'était le petit fonctionnaire de l'Assemblée qui, au lieu d'être très impartial comme ils le sont en général, le type jouait vraiment le militant UDF et provocateur. Hein. Et il commençait à me casser les pieds. Alors, billet d'avion, pas moyen de savoir où je serais placé. Seulement en arrivant dans l'avion, je me retrouve. Merde, le gars du Front National à côté de moi. Je m'étais dit, il va me mettre à côté du communiste. Il y avait un communiste, un socialiste. Il va nous coller tous les deux ensemble. Penses-tu, le communiste de l'autre côté? Oh mon Dieu, merde. On allait aux US. Et pendant 6 heures à côté de cigares. Alors, j'ai dit, mais qui tu es, toi? Il m'a dit, voilà, je me présente, Front National d'Alsace, de Strasbourg. Ah bon? Tu es du Front National, oui? Oui, il m'a dit, mais je suis national populiste. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas national socialiste que t'as dit? C'est pas ça? Ah non, il m'a dit, c'est pas ça. Si c'est ça, tu fous le camp, hein? Tu dégages? Oui. Il n'y a pas de pitié. Ah, il m'a dit, non, je suis pas nazi, moi. Bon, qu'est-ce que c'est que ton national-populisme? Explique-moi un peu. Alors, bah oui, c'est le nationaliste, mais pour accrocher le peuple, c'était lui qui avait trouvé moyen de faire un tract là-bas qui avait eu un certain succès, où il avait mis une Alsacienne, costume alsacien, tu sais, avec un tchador sur la tête. Oui, au lieu d'avoir le grand nœud. J'ai dit, c'est ça le national-populisme? Eh ben, dis donc, mon gars, hein? Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu faisais de... Tu viens d'où, toi? C'était un ancien du RPR, qui voulait à tout prix être candidat, qui n'avait pas réussi à se faire désigner, et qui, en ayant marre, était allé au Front National. Et il n'était pas vieux, il avait 35 ans. C'était un cadre de profession qui bossait dans une entreprise de recrutement. Il faisait le chasseur de tête, n'est-ce pas? Voilà. Ah ben j'ai dit, c'est ça. Le chasseur de tête qui déguise les Alsaciennes avec un tchador. Pas mal. Pas mal, mon gars. Oh oui, alors là, il était dans ses petits souliers après. Il faisait le ami-ami. Il n'y a pas eu moyen de le décoller après. Alors après tout le voyage, avec le gars du PC qui était un type sympa de l'île de la Réunion, où j'ai appris là que c'est pas le Parti communiste français, hein, c'est le Parti communiste réunionnais. Et les gars, ils se payaient, il avait 9000 francs par mois. Hein. Arrivé à Paris, il s'est fait jeter par le taxi là dans le 20e. Il dit, je vais dans ma piole, là, chez un cousin. Bon, où il crachait. Alors il s'en sortait parce qu'il était maire de sa commune et qu'il avait la voiture de la commune. Pas besoin d'en acheter une en tant que député, ni que le parti la lui paye. Hein. Mais alors il a quitté ce gars, il était toujours avec nous après. Il avait des réactions qui n'étaient pas mauvaises, mais enfin c'est vraiment Alors il a quitté après le Front National, je ne sais pas s'il trouvait que la discipline était trop dure, j'en sais rien. Et il avait fait une association autonome. C'est les dissidents, l'Alliance populaire. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. C'est les dissidents, ça. Oui. Et qui se mélangent de temps en temps avec le front. Ouais. Alors, bon, alors donc, non, alors au bout de 3 ans, là, en ayant marre de la commission des affaires sociales, j'ai dit, je pose ma candidature, tiens, pour la commission des affaires étrangères. Au moins, je connaîtrai des choses, et puis moi, préoccupé par mes affaires de Chinois, que j'aille au moins voir un petit peu comment ça se goupille là-bas, s'il y a l'occasion. Et je
Je pensais pas être pris, j'ai été pris, puisqu'il y avait des copains qui étaient aux affaires étrangères, qui en avaient marre, qui demandaient à la quitter, très bien. Bon. Alors là, la commission des affaires étrangères, on ne se fatigue pas. Parce que la commission, il n'y a pas de texte de loi sur lesquels discuter. La commission n'a seulement qu'à se prononcer sur la ratification des traités. Alors, la France signe un traité pour régler les questions fiscales ou les questions de sécurité sociale pour ses ressortissants avec la République fédérative de Yougoslavie avant, ou avec la Grèce, ou avec, je ne sais pas moi, l'Iran, ou le Guatemala. Bon, le traité est négocié, tout signé par les deux ministres de chaque État. Vous ne pouvez pas changer une virgule. On dit oui ou on dit non. C'est tout. Alors comme c'est votre gouvernement qui l'a signé, que les 9/10 des traités qu'il vous propose, c'est sur des bricoles de ce genre que je voulais faire. Bon, d'accord, d'accord. Il y a juste quand arrive une affaire importante comme quand j'y étais, il y avait eu l'acte unique sur le marché commun, bon, hein, il y a ça. Sinon, pour le reste... Alors donc, il faut bien occuper, puisque la commission se réunit, il faut bien quand même qu'elle ait quelque chose à faire. Alors, vous auditionnez le ministre des Affaires étrangères, qui vient expliquer la politique étrangère de la France. Et puis vous avez aussi le ministre des Affaires européennes, qui vient pour les affaires européennes, et puis le ministre de la coopération, qui également fait son laïus. Vous ne pouvez rien changer au crédit que le ministère de la coopération verse à telle ou telle république africaine. Hein. Ça, alors là-dessus, c'est plus que... c'est quasiment impossible. Hein. Voilà, alors si ça ne suffit pas, de temps en temps, vous avez une visite, soit de la commission, une délégation de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes, qu'on a eu, une autre fois le secrétaire général de l'ONU qui était de passage à Paris, tu vois. Ça va, c'est au moins des gens qui sont intéressants, quoi, écoutez. Puis en plus, oui, ça fatigue pas, hein. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, ça va, quoi. Pas comme les séances de la commission des affaires sociales où on s'est emmerdé pendant 150 heures à discuter de la loi sur la presse pour essayer de juguler à ça, laquelle loi a été balayée en 2 heures de temps après dans la législature suivante. Oh non, oh. Alors c'est... Et puis il y a des voyages quand même à la commission, quoi. C'est normal. Si on parle des affaires étrangères, il faut bien quand même aller un peu à l'étranger. Sinon, c'est pas la peine, hein. Écoute, tu peux quand même bien parler de choses que tu as vues. Tu connais, hein. Bon, non, mais c'est pas l'Assemblée qui voyage le plus, hein. Ah non, j'ai appris comme ça, là, j'ai constaté ça, que pendant que j'étais député, j'ai constaté que le Sénat tient à avoir un rôle équivalent à celui de l'Assemblée. Mais les sénateurs ne sont que 300. Il y a 600 députés. Eh bien, ils ont donc admis, ils ont donc dit, il n'y a pas d'histoire, il faut qu'on voyage autant que les députés. Donc, vos 300 sénateurs font autant de voyages que les 600 députés. Ça veut dire qu'ils en font le double chacun, en moyenne. Oui. Et c'est tout à fait normal. Et ils sont très bien soignés. Hein. Car comme ils sont moins nombreux, le personnel du Sénat, au moins, connaît bien son monde. Ils sont très stylés. Ils s'occupent de leurs pères conscrits, mon vieux. Chacun en personne. Quand vous visitez le Sénat, ils vous montrent dans l'hémicycle, c'est pas des banquettes. L'Assemblée, c'est des banquettes. C'est encore assez... presque prolétarien, quoi. Hein. Au Sénat, c'est des fauteuils individuels. Et comme ils soignent bien leurs gens, on vous montre que les fauteuils ont une dimension différente suivant les fessiers qui doivent s'y installer. Le plus célèbre d'entre eux étant le fauteuil qu'occupait l'ex-président Herriot.
hein, qui est toujours là. C'est le plus large. C'est. Oui. Alors c'est. On comprend que les sénateurs s'estiment bien soignés. Et c'est comme en plus le mandat est le plus long, 9 ans, qu'il n'y a jamais de dissolution. Alors, dissolution de l'Assemblée, ça tombe, oui. Alors, c'est le côté là qui n'est pas rigolo. Ça vous rappelle à la réalité. Ah oui, quand ça tombe, c'est. Crac, le coup près, hein. L'Assemblée ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. On attend la nouvelle Assemblée. Les fonctionnaires se contentent, ils ont rangé leurs papiers, ils attendent que on nettoie, on fait briquer tous les couloirs et les bureaux, hein, et on attend que les suivants arrivent. On les inscrit, ils décident à ce moment-là, bon, entre les deux, c'est plus personne. C'est d'une brutalité sans nom, hein. Il n'y a pas de préavis. Hein. Vous êtes licencié d'une boîte, il y a quand même droit à un préavis. Là, les ministres ont 6 mois de préavis. Pendant 6 mois, ils touchent encore le traitement. Hein. Là, ils nous ont fait en 88, il y a une fleur, ils ont mis 1 mois. Hein. Ça fait 1 mois, c'est tout. Terminé, dégagé. S'ils vous disent juste après que pour la retraite, il y a moyen de racheter des points, là, pour finir les... Normalement, c'est 5 ans, hein, la législature. Alors, il n'y a eu que 2 ans. Hein. Donc, vous pouvez, mais en payant, hein, c'est pas... On ne vous les donne pas. Vous pouvez les racheter. Bon, ça va, ça vaut le coup, mais c'est tout, c'est la seule chose qu'il faut. Et puis vous avez une circulaire qui vous rappelle que vous avez droit au régime de sécurité sociale de l'Assemblée, puis c'est un régime particulier, hein, et puis la mutuelle, voilà. Et que bien évidemment, vous n'avez surtout pas le droit d'utiliser les cocardes, etc., puisque vous n'êtes plus élu. Moyennant quoi, il y a intérêt à la mettre si on veut retourner au parking de l'Assemblée. Hein? Et pas être emmerdé. Chose que je fais régulièrement. Bon, voilà. C'est tout. Voilà, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Bah, maintenant, on sait à peu près comment a pris fin ton mandat, mais tu t'es représenté Alors, attends, non, tu me demandes ce que j'ai fait. Hein. Ouais, Oui, ça, alors, je m'étais posé la question. C'est que chaque député a le droit, nous avait-on dit et répété, de faire des propositions de loi. Bien évidemment, au groupe socialiste, les propositions, on les fait, elles vont au groupe, et il y a le conseil et le bureau du groupe qui examinent si ça marche, si c'est d'accord, et c'est diffusé à l'ensemble des députés du groupe, qui disent s'ils s'associent à la demande, et puis après quoi, la proposition peut partir pour être déposée avec l'accord du groupe en tant que proposition de loi sur le bureau de l'Assemblée. Il n'est pas dit qu'elle sera discutée. Là, il faut qu'il y ait l'accord du gouvernement. Comme le gouvernement a toujours des tas de projets de loi à présenter, ces projets ont priorité sur les propositions des parlementaires. Alors, en ayant réfléchi à la question, moi, il y avait une chose qui me hantait, c'était dans le domaine, étant dans le 13e, sur les questions du logement, la question des HLM, où une loi avait été passée en 1965 par je ne sais plus quel député gaulliste de l'époque, qui permettait de vendre les logements HLM à un prix plus qu'avantageux, puisque la loi disait, si 3 locataires dans un escalier HLM demandent à acheter leur logement, c'est de droit, on leur vendra le logement à un prix
qui est le prix de revient du logement à la construction, majoré de l'augmentation des prix suivant l'indice du bâtiment depuis la date de la construction, mais minoré des loyers que le locataire a déjà versés. Hein? Et moyennant quoi, il faut évidemment que le gars soit là depuis 5 ans, qu'il s'engage à ne pas vendre son logement avant 5 ans, mais il n'était même pas obligé de verser la totalité de la somme. Il suffisait qu'il verse 10%, je crois. Le reste, l'office devait lui faire crédit sans pratiquement taux d'intérêt. Hein? C'était quand même un peu dégueulasse. Alors, ça s'était pas trop su, mais quand même, il y avait quelques clients là dans le quartier, puisque pour l'Office de Paris, il y a eu 200 logements de vendus comme ça. Mais c'est quelques petits copains des gars du RPR qui avaient acheté ça, en général des petits commerçants, qui avaient acheté leur logement comme ça à un prix 2, 3 dans un escalier, 3 dans un autre. Bon. Ça s'était su dans mon quartier. Juste avant les élections de 81, des gens s'étaient réveillés, puis avaient dit, mais dis donc, il y a 6 logements qui ont été vendus, là, ça a été vendu pour une bouchée de pain. Merde, et pourquoi pas nous? Pourquoi on ne pourrait pas acheter? Ils avaient pratiquement, les 500 locataires, avaient tous demandé à acheter. Alors là, 500 d'un coup. Là, Tibéri, au conseil d'administration, il a dit, non. Si on lâche ces 500-là, il y en aura je ne sais pas combien d'autres. Et pratiquement tous les logements intéressants. Hein? Alors, non, pas possible. Je ne sais pas quel argument ils ont invoqué, n'importe quoi. Bon. Alors moi, je m'étais dit, c'est quand même dégueulasse. Pour dire qu'une seule solution, c'est de faire interdire les ventes de logements HLM. J'ai rédigé une proposition de loi qui était à 3 pages de considération, et puis, article unique, la loi de telle date est abrogée. Enlevé. Bon. J'ai envoyé ça à tous les copains du groupe. Oh, dis donc, il y a eu au moins 60 députés qui m'avaient envoyé leur adhésion. Puis il y avait des gars bien. Il y avait Jospin, il y avait... ah oui, un certain nombre de cadors, ouais. Oh, mais alors après, dis donc. Voilà, là, c'était trop brutal. Eh bien, ça n'a pas été accepté comme ça. On a dit, oh, il faut examiner au bureau, et puis le bureau a confié ça à un tel, qui a soigneusement mis ça dans un tiroir, hein, en attendant de trouver une solution, et de voir avec les camarades qui sont à l'Union des HLM, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que il y a des copains qui m'ont dit, ah oui, tu peux pas faire ça quand même, c'est trop dur ton affaire. Là, en province, là, on construit quand même des pavillons HLM. Alors quand c'est des pavillons, tu ne vas pas empêcher les gars de les acheter après. Écoute, au moins qu'ils puissent. Ouais. Et... ah bon, je dis, c'est ça. Alors ils ont quand même fini par faire une loi qui dit qu'on peut vendre des logements HLM, mais qu'il faut beaucoup de conditions, l'accord du préfet. Bon, ça a permis jusque maintenant de ne pas en vendre. Mais M. de Charette a fait modifier cette loi il y a 1 an, et maintenant il y a obligation pour les offices d'en vendre chaque année autant que ce qu'ils vont construire dans l'année qui vient. Voilà, bon, pour dire qu'on ne brade pas tout. Bon, je ne sais pas si ça marchera, parce que c'est au prix du marché. Alors ils trouvent que c'est cher. Mais, alors j'ai donc fait ça, tu vois, c'est pas glorieux. Hein? Tu ne nous as pas dit pourquoi cette loi te paraissait importante. Pourquoi ça t'apparaissait important que d'essayer de faire voter cette loi? Pour les HLM? Oui. Mais parce que la vente des... ben, si tu te paies à vendre des logements HLM à Paris, tu vends tout ce qui est intéressant, il ne te restera plus que les rossignols.
Et avec le fric que tu tireras, tu n'auras jamais de quoi construire autant de logements à la place, et tu finiras par plus en avoir. Ou il te restera que les machins trop vieux, c'est tout. Or, comme tu as... Oui, ça brave le patrimoine de l'office au Oui. détriment des... Et comme tu as dans une ville comme Paris, tu as que 9% d'HLM dans Paris par rapport à l'ensemble des appartements, alors que dans tes villes de province de plus de 200 000 habitants, c'est 30% qui est en moyenne. Hein? Tu finirais par avoir plus que 3 ou 4% de logements HLM à Paris. C'est-à-dire la petite réserve où on peut... Il y a les loges de concierge, et puis un petit peu mieux, il y aurait quelques HLM là quand même pour les femmes de ménage ou pour les femmes qui gardent les enfants. Hein? Voilà, pour les nourrices. Voilà, c'est tout. Voilà ce qui te resterait. C'est comme ça, bah écoute, dans le 16e, ça ne les dérange pas, il y a 150 HLM, point, c'est tout. Ils trouvent ça très bien. Hein? Et ceux qui sont dedans, d'ailleurs, voudraient les acheter. Hein? Il y en a quelques-uns qui ont été vendus. T'en as un, par exemple, c'est l'ancien directeur des peines et des grâces, je crois, au ministère de la Justice. Hein? Qui était là-dedans, comme locataire, HLM. Hein, tu vois? Ah, il est maintenant copropriétaire. Bon, c'est un voisin de Chafauzet. Ah! Et donc, tes adieux à la chambre. Les adieux, oui. Oui. Oh, les adieux. Il n'y a pas d'adieu. Est-ce que tu t'es représenté En 88, non. Ah oui, non. Non, parce que le problème, c'est pas de se présenter à Paris. À Paris, où on est candidat dans une circonscription où on peut être élu. Si on va dans une circonscription où il n'y a aucune chance, alors là, c'est pas compliqué d'être candidat. Hein. C'est à peu près comme pour être candidat de lutte ouvrière. Tu peux aller n'importe où, c'est pas grave, tu y vas pour l'honneur, tu sais que tu feras. Si tu arrives à faire 5%, c'est formidable parce que tu es remboursé hein, de tes affiches et de tes circulaires. Sinon, bon. Mais du moment que c'est dans une circonscription où il y a des chances d'être élu, c'est pas le problème d'être candidat. C'est pas le problème. Il faut d'abord réussir à être candidat. Hein. Avoir l'investiture. Oui. Donc il faut y aller au bon moment et au bon endroit. Hein. C'est ça le problème. Alors en 71, et même encore en 73, juste après le congrès d'Épinay, c'était pas difficile, il n'y avait pas trop de monde. Les gars qui venaient étaient des gars qui venaient pour militer. À partir du moment où ça a été démontré, dès 73, qu'il y avait des possibilités de se faire élire à Paris, hein, pour des socialistes, que c'était bon, qu'on pouvait passer devant les communistes, ce qui est arrivé en 78. Alors là, bon, ça a commencé. Hein. Je revois toujours, j'étais allé une fois à une réunion, tiens, juste avant les municipales de 77, parler des élections municipales avec les copains du 14e. J'arrive là-bas, c'était au mois de juin, il faisait beau le soir. Ils avaient une boutique rue Pernetti. Ils l'ont toujours. Le discuteur était 5 ou 6. Arrive Attali. Oui, qui était donc à l'époque jeune économiste et jeune prof à Polytechnique. Alors on savait qu'il était au PS, c'est Chevènement qui avait été le chercher, qu'il l'avait récupéré là, pour le faire bosser sur les questions économiques. Et Attali qui vient et puis qui dit qui c'est le responsable de section? Ben, c'est moi, dit Parmentier. Ah bon, ben il dit je viens m'inscrire là. Ah bon? T'es bien, t'es Attali toi? Oui. Mais t'habites pas le quartier. Ah non, il dit j'habite le 16e. Mais il n'y a pas d'obligation de s'inscrire à la section de son quartier, ce qui est vrai. Eh oui. Oui, mais enfin, lui dit Parmentier, c'est vrai, mais la condition, c'est quand même que la section accepte ton inscription, quoi, puisque c'est pas ton quartier. Hein?
Ah, ben, il dit bien sûr. Alors pourquoi tu viens? Ben, je viens parce que je pense que c'est une circonscription qui est jouable et que pour les prochaines élections en 78, eh ben, je serai candidat. Comme ça. Oui, écoute, il était au moins, il était honnête. Il annonçait la couleur, tu vois. Alors, Parmentier, il a dit, bah écoute mon pote, tu vois, on n'a vraiment pas besoin de toi. Hein. Tu sais, c'est pas les candidats qui manquent. Hein? Tu ferais mieux d'aller voir ailleurs. Ben, il venait comme ça. Alors quand les gars, on dira c'était un peu honnête et un peu naïf, ils croyaient que Attali, ça, bon, quand les gars ils sont souvent moins honnêtes que ça, hein, et moins naïfs, surtout. Ils viennent et ils tâchent de... Et effectivement, à partir de ce moment-là, il y a eu beaucoup de vocations hein, à la politique. Et puis alors, à partir du moment, alors ce qui est pire, qu'on est le parti au pouvoir, oula, là, alors là, ça se complique. Parce que non seulement il y a les élus, il n'y a pas que les élus, tous les gars des cabinets ministériels, bon nombre habitent Paris, toutes ces grosses têtes, hein. Bon, alors on les retrouve dans les sections, ah, ils y viennent là, hein. Et puis alors ça, ils savent, mais ils savent des choses. Ils savent effectivement beaucoup plus de choses. Je me suis rendu compte en tant que député que le député, les députés ne savent pas grand-chose. Hein. Quand le ministre des Finances dit en fin d'année, c'est terminé, plus de dépenses, à partir de tel jour, tous les ans c'est à partir du 13 ou 15 décembre, il dit, plus de dépenses, fini. Ça, cette note-là, elle est diffusée dans les ministères. Tous les cabinets le savent, tous les directeurs de services le savent. Les députés n'ont jamais une note comme ça.